etc. Très bien, on va démarrer les amis. Merci beaucoup d'être fidèles. Profitez de ce temps de démarrage pour liker, partager, laisser des commentaires, préparer des questions. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, bien évidemment, abonnez-vous. Ça vous permettra de suivre directement tout ce qu'on fait. Et puis, bien évidemment, nous, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que le travail vous intéresse et que vous pouvez par la suite vous prendre en main et aller poursuivre dans plus de détails ce travail de vulgarisation que nous faisons. Donc, merci à vous. On va démarrer. La régie, c'est parti. Donc, le grand sujet de ce soir, c'est le Soudan central, comprendre le Soudan comme le terme Balad al-Soudan, qui veut dire le pays des Noirs, qui désigne globalement, si on fait rapidement, tout ce qui est comme espace en dessous de l'espace saharien et qui va généralement se circonscrire autour de l'espace du Grand Sahel et puis qui va toucher les pays soudaniens. Mais on ne va pas jusqu'en Afrique australe pour l'instant parce qu'il y aura d'autres lives pour cela. Donc ce soir, nous allons nous concentrer sur cet espace. Nous allons bien évidemment dans un premier temps faire un focus sur l'espace, le contexte, la chronologie pour vous permettre de remettre un peu en ordre parce qu'on a évoqué déjà sur 3 lives une ribambelle d'empires, de royaumes, etc. Donc juste pour ressaisir un petit peu chronologiquement les choses, on va remontrer une frise. Après, on va entrer directement en pays, on va dire, tchadien, avec les différentes organisations politiques, bien évidemment le plus important étant le CANEM qui va devenir le CANEM Bornou, et puis on va dire, les autres organisations que sont le Baguirmi et le Wadaï. Après, nous allons continuer avec le CANEM Bornou. Nous allons nous prolonger vers le Nigeria puisque le Bornou se trouve déjà dans le Nigeria actuel. Et là, nous allons évoquer les États Hausa. Nous allons par la suite évoquer également, à la suite des États Hausa, le califat de Sokoto, de Ousmane Dan Fodio, et ces expansions autour, le Nord Cameroun, etc. Et puis, bien évidemment, quand nous serons sur l'espace Nigeria, nous allons évoquer le pays Yoruba, le pays Igbo. Le pays Yoruba essentiellement avec Ile-Ife, la ville première du monde Yoruba, entre guillemets. Nous allons évoquer un peu de mythologie ici aussi, c'est l'occasion. Et puis nous allons parler de Oyo rapidement, nous allons parler du Bénin, de Edo, etc. Et tout ça avec toujours à la fin ce que les pays sont devenus, c'est-à-dire comment on passe du Nigeria colonial jusqu'au Nigeria d'aujourd'hui, comment on passe du Tchad de la coloniale vers le Tchad d'aujourd'hui et comment finalement ces empires ont structuré les pays tels que nous les connaissons aujourd'hui. Voilà notre projet de ce soir, notre plan. Nous allons démarrer directement pour ne pas perdre de temps avec le contexte. Le contexte, je vous l'ai dit, ça va être cet espace. Cet espace qui est vraiment pour moi le nœud, et puis passer cet espace, on va plonger dans un espace qui est beaucoup plus homogène parce que là, on va rentrer plus bas, on va rentrer dans l'espace, le grand espace bantou qui part globalement du sud du Cameroun et qui va se prolonger jusqu'en Afrique du Sud. Mais nous allons donc nous attarder aujourd'hui vraiment sur cet espace qui est un nœud, une espèce de rotule entre l'Afrique sahélienne, saharienne et l'Afrique bantou, l'Afrique du Sud. Nous allons sur un autre live évoquer un peu le littoral parce qu'on l'a traité que partiellement quand on évoquait les empires, les grands empires et royaumes de l'Est. Nous avons évoqué que partiellement, donc tout le littoral du golfe de Guinée, mais on va partir vraiment depuis les côtes de Sierra Leone, etc. On va descendre, on va passer par le monde Ewe, on va passer par le monde Yoruba, bien évidemment, entre le Bénin et le Nigeria, on va passer en pays toutes les zones Ashanti, Akan, les pays Kwa, tout cet espace-là, on va les balayer, à mon avis, parce qu'on les évoque petit à petit, parce que notre focus était beaucoup plus sur le Sahel. Mais bon,
Vous avez vu donc en zoomé, en plus serré, en plan plus serré ici, l'espace Tchad, Niger, Nigeria, Centrafrique, Cameroun. On va évoquer cet espace-là. Donc, si la régie peut passer à la slide d'après, pour vous rafraîchir la mémoire, je remets quelques, on va dire, sur cette frise, quelques empires, royaumes, civilisations, pour simplement rafraîchir la mémoire, parce qu'on en a balayé déjà beaucoup. On a balayé le triptyque ouest africaine, du Ghana, du Mali, du Songhai, nous avons balayé un peu Afrique de l'Est. Alors ici, je me suis focus simplement sur Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ce qui est le début de l'Afrique centrale, parce que on touche le Tchad, on touche le Nigeria, et on commence à toucher le Tchad, donc là, on bascule petit à petit vers l'Afrique centrale. Donc, j'ai mis dans cette frise, c'est juste pour mémoire, hein, pour vous rafraîchir, et rapidement, on est parti sur cet espace, entre guillemets, du Nigeria, du Tchad, etc., avec globalement la civilisation Nok. J'aurais pu mettre ici la civilisation Sao du Tchad, mais on va l'évoquer par la suite. Et puis après, on va passer. J'ai mis en gris parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus anciens dans le temps, bien évidemment, et puis j'ai mis en vert ce qui est de l'espace plutôt, on va dire, mandé, donc tout ce qui est Mali, tout ce qui est, c'est vraiment l'espace ouest africain, j'ai mis en vert. Et puis ceux qui nous intéressent aujourd'hui, je les ai mis exprès en jaune et en orange. Ça va être essentiellement les empires du Kanem-Bornou, et puis les États Hausa, le califat de Sokoto. On va parler un peu du Bénin, de Edo, du royaume Nri, chez les Ibo, etc. Donc c'est ce que j'ai mis en jaune. Et puis le reste, tout ce qui est en bleu en bas, bon, c'est plus, on va dire, la partie littorale. Donc j'ai laissé en bleu pour évoquer un peu la mer. Et puis j'ai mis également les royaumes aussi et l'imama de Fouta Djallon, qui font partie de l'Afrique de l'Ouest, mais bon, que j'ai mis juste pour mémoire. Voilà pour la frise. Rapidement, on passe à l'étape d'après, la slide d'après. Là, j'ai remis quelques cartographies qui font suite à la frise, hein, pour vous montrer globalement, hein, une vue un peu dézoomée comme ça, pour vous montrer la richesse de cette zone ouest africaine jusqu'à l'Afrique, le début de l'Afrique centrale. Et là, sur le temps, vous voyez bien que j'ai démarré avec autour de 900 avec l'Empire du Ghana, bien évidemment, qui se développe. Après, on passe à la deuxième partie où ça va se réduire un peu, ça entame son déclin. Et là, on commence à voir le Tekrour qui démarre. On voit déjà les prémices des États Hausa qui commencent à se former. On voit le Kanem qui a démarré, lui, des années 700, autour du lac Tchad. Hein, et puis, vous voyez que le long du fil de la branche, hein, du Niger qui remonte, on voit Gao, etc., qui commence à se former petit à petit. Et puis, vient l'empire du Mali, du Songhai, qui vont occuper tout cet espace de la boucle du Niger. Et pendant ce temps-là, les États Hausa continuent à exister dans l'ombre de ces deux géants que sont le Mali, le Songhai, et également de l'autre côté à l'est, le Kanem, qui est en développement également autour du lac Tchad. Et puis, bien évidemment, plus au sud, vers le delta du Niger, en pays Yoruba, en pays Ibo, Edo, etc. On va avoir également les autres. Donc, vous voyez que c'est une zone qui est très riche en formation politique. Et donc, vous voyez l'évolution au fur et à mesure. Pendant un temps, le Maroc va faire une percée vers le bas, la chute de l'Empire Songhai, prendre Tombouctou avec le Pachalik de Tombouctou, etc. Et puis, ils vont être repoussés par la suite. Ça va se réorganiser différemment avec d'autres États, et etc., etc. Donc, voilà le programme. Nous allons rentrer dans le détail. Passons à la slide d'après la régie, s'il te plaît. Voilà, donc on va démarrer par l'espace du Tchad, parce que dans l'ordre chronologique, c'est d'abord l'empire du Kanem qui va démarrer vraiment dans cet espace-là. C'est l'empire du Kanem qui chronologiquement va démarrer. Alors, je vais faire en très simple une petite mythologie assez répandue au niveau du Tchad et globalement comment cet espace s'est peuplé et s'est formé.
Euh, il est admis globalement que les populations de cette zone, qu'on va dire le pourtour du lac Tchad, viennent de l'Est, certainement de la vallée du Nil, de Nubie et du Sud-Soudan, de tout cet espace, et qui vont petit à petit s'installer autour du lac Tchad, et c'est pour ça qu'on va, ces premières civilisations sont, on appelle ça civilisation Sao, ça va être le creuset de la population tchadienne de manière générale. Et puis à cela va venir se rajouter petit à petit des couches de population qui viennent du Sahara et d'autres un peu plus haut de la zone peut-être d'Éthiopie, etc. et qui vont petit à petit fusionner et qui vont former tous ces peuples le creuset de la population tchadienne. Et c'est à partir de ce bassin du lac Tchad que par la suite les populations vont se dispatcher sur tout l'espace tchadien et vont former les différents groupes qu'on connaît. Donc ça, c'est globalement la mythologie qui raconte un peu la formation de cet espace tchadien. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit là dans la planche, on voit ici l'espace du lac Tchad et on voit deux peuples converger. Pourquoi? Parce que les Sao vont être ce qui vont constituer vraiment le creuset, le fondement de cette population autour du lac Tchad, mais par la suite vont venir s'ajouter des peuples qui sont des peuples noirs qui occupent depuis très longtemps cet espace du Sahara déjà, qui vont être essentiellement deux groupes. Deux groupes qui sont les Akawa et les Toubou. Les Toubou, qu'on va appeler les Teda, Daza, etc., vous avez beaucoup de noms parce qu'il y a des endonymes, des noms que les gens utilisent eux-mêmes, et puis des noms qui sont donnés par des Arabes, etc. Donc vous allez avoir tous ces groupes qui vont venir petit à petit constituer ce que c'est que le Tchad. Alors, comment démarre à partir de là, à proprement parler, l'empire du Kanem? L'empire du Kanem va démarrer à partir de ces populations qui étaient déjà installées, donc les Sao, cette souche de Sao, mais qui vont constituer la civilisation Sao, mais qui n'étaient pas structurées à proprement parler en termes d'empire. Et il faut donc attendre l'arrivée d'abord des nomades Zakawa et surtout du groupe de Toubou. Les Toubous, ce sont des Tchadiens qui occupent l'espace qui part du lac Tchad jusqu'au sud de la Libye et occupent également en allant vers l'est quasiment jusqu'aux frontières du Soudan. Quand on arrive au niveau de la frontière avec le Soudan, on va parler des peuples Zakawa. Mais globalement, ce sont des peuples nomades, des chameliers, parfois certains élèvent des zébus, mais les zébus ont toujours été plus l'élevage des peuls. Et donc, eux, ça va être vraiment des chameliers, ça va être quelques moutons, etc. Et donc, c'est cette population qui va démarrer vraiment la dynastie de l'empire du Kanem. Alors, les fondations de l'empire. Les fondations de l'empire, c'est autour de 700, quand l'empire va vraiment se structurer. Cette fondation, elle est essentiellement faite par les peuples Toubou ou les Teda et les Daza. Retenez ces noms parce que quand on va parler du Tchad actuel, je vais vous rappeler quelques personnages qui sont connus, qui sont publics, qui sont issus de ces groupes, et donc comme ça va vous rafraîchir la mémoire et ça, en même temps, ça va vous permettre de mieux les mémoriser. Et donc, ces populations vont fonder l'empire des Toubous, et après ça, il va y avoir des frictions avec des populations à côté, parce qu'il y a d'autres populations qui vont petit à petit commencer à prendre aussi un peu d'importance et qui vont défier l'empire, et donc il va avoir une invasion par des Boulala, des peuples qu'on appelle des Boulala, qui sont des gens qui occupent la zone un peu plus à l'est du lac Tchad, donc un peu plus au centre, vers le lac Fitri. Ces populations vont finir par prendre l'empire, et donc il va y avoir une émigration des populations, et là j'ai mis émigration des Kanembu. Pourquoi j'ai mis Kanembu? Parce qu'en réalité, les peuples Toubou, donc les Teda et les Daza,
et les Zakawa, qui vont être les premiers à structurer cet empire du Kanem. Quand ils vont se mélanger avec les autres, ça va donner des populations qu'on va appeler Kanembu. Parce qu'au départ, dans la langue Teda Daza, Kanem, c'est surtout Anem. Ça veut dire, Anem, c'est pour dire que c'est le sud, parce qu'ils sont descendus d'un peu plus haut et ils sont allés s'établir autour du lac Tchad. Donc, pour eux, c'est pour désigner le sud. Et donc, voilà une émigration qui va partir, donc des Kanembu qui vont partir, et ils vont aller de l'autre côté, à l'ouest du lac Tchad, et à partir de ce moment-là, ils vont établir le Bornou. Et c'est pour ça que vous allez avoir d'abord le Kanem, puis le Bornou, et puis par la suite, ces Kanembu, quand ils vont établir le Bornou, ils vont revenir pour réenglober à nouveau tout l'espace qui était également du côté du Tchad, et donc on va appeler cet empire le Kanem Bornou. Et c'est à ce moment-là que l'empire va être le plus étendu et qu'il va partir quasiment du nord du Nigeria et du nord du Cameroun, donc l'espace de l'Adamawa, de l'extrême nord du Cameroun actuel, Kousséri, tout ça. Il va prendre donc encercler comme ça le lac Tchad et il va remonter jusqu'en Tripoli, jusqu'au bordures de Tripoli et même sur l'espace un peu à l'est vers l'Égypte et toute la zone du Faisan, etc. Donc voilà pour la mythologie rapide et la présentation très synthétique. Maintenant, rentrons dans le Kanem Bornou. Donc vous allez voir sur la carte ici, tout l'espace qui est en rouge sur la carte, c'est l'espace du Kanem Bornou à son extension. Alors évidemment, là, on ne voit pas tout l'espace de la Libye, etc., parce que c'est pour des questions pratiques que j'ai zoomé un peu, mais en réalité, le rouge remonte bien au-dessus et ça couvre également tout le sud de la Libye, l'oasis de Koufra, etc., toute cette zone-là. Alors pourquoi cet empire? Bien évidemment, vous avez compris, ici on a une approche toujours qui se pose sur le matérialisme, le concret des choses. Et donc le Tchad est une espèce de cuvette avec des montagnes un peu partout sur le flanc est. Donc si vous partez du nord, vous allez la pointe au nord, vous avez les montagnes du Tibesti, vous allez longer comme ça, vous descendez, plus vous allez vers le Soudan, vous allez avoir les plateaux de l'Enedi. Donc là, au nord, on est en pays Toubou. On va plus vers l'est, on va descendre vers le pays Zakawa. Et donc sur les plateaux de l'Enedi, avec la frontière, le Soudan, le Darfour, etc. Je vous ai mis en vert l'espace du Wadaï, qu'on appelle le Wadaï. Je vais vous expliquer, c'est un deuxième empire ou royaume, si vous voulez, qui a été très important également jusqu'à la conquête coloniale française. Qui est assez particulier, on va expliquer pourquoi. Parce que je vous ai parlé des Boulala tout à l'heure, les Boulala ont participé également avec les Tunjour, qui sont un autre peuple vraiment entre le Soudan et le Tchad, à former cet empire du Wadaï, qui va être par la suite repris en main par un chef de guerre qui va venir du Soudan, affilié au courant mahdiste, etc., qui s'appelle Rabat Zubeir, qui va venir conquérir ces territoires par la suite et il va y avoir des batailles au moment de la colonisation française, on va en parler plus tard. Et puis, en jaune, vous avez le royaume du Baguirmi. Le royaume du Baguirmi est un royaume qui est plus centré sur les populations du sud. Je vous parle souvent ici des groupes Sahara du sud, les grands groupes Sahara du sud. Le royaume du Baguirmi est un royaume issu de ce groupe-là. Et dans ce groupe Sahara, c'est essentiellement le clan des Baguirmi qui va fonder ce royaume. Donc, la capitale est Massénia, qui indique plutôt en fait le nom du lieu dont l'empire ou le royaume du Baguirmi a émergé au début. Je vais peut-être donner l'explication de ce nom, etc. Mais les grandes étapes, en tout cas, de l'empire du Kanem Bornou, qui reste le plus long et le plus grand de cet espace, les grandes étapes, c'est quoi? On est autour de 780, par là. C'est la première, on va dire, dynastie, donc avec Dougou.
Dougou qui va fonder, initier la dynastie des Sayfawa. Et puis par la suite, il faut attendre autour de 1100 quasiment pour avoir la première conversion à l'islam de cet empire. Pourquoi? Parce que c'est les Akawa qui sont un peu plus à l'est. Tout à l'heure, je parlais, ils sont proches du Soudan. C'est eux qui vont être islamisés en premier et qui vont apporter l'influence de l'islam sur cet empire. Et donc, l'islam va entrer dans l'empire et c'est une islamisation par l'élite, c'est une islamisation politique, stratégique et économique, dans le sens que nous sommes là dans les années 1000, on a eu le califat Rachidoun, on a le califat des Omeyyades, etc. Donc là, on rentre dans une période où effectivement, tout le califat islamique occupe tout le pourtour méditerranéen et devient un partenaire économique très important, politique très important, diplomatique très important. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que même dans la mythologie, nous allons le voir avec le Bornou par la suite, dans la mythologie de tous ces empires, on cherche toujours, comme je l'ai évoqué dans le cadre de l'Éthiopie, ou on l'a évoqué par exemple dans le cadre des empires du Songhai, etc., vous allez avoir une fréquence qui est que dans tout cet espace, on va toujours chercher dans la mythologie, dans la légende, d'inclure des éléments qui cherchent à établir des liens privilégiés avec l'espace du Nord, l'espace islamique, etc., pour des raisons très pratiques. C'est d'abord parce que ça permet d'avoir un grand espace de commerce et donc développer son empire, et également avoir une diplomatie un peu plus riche qui va aller jusqu'à la porte sublime de l'autre côté de la Méditerranée et sur l'Espagne pour remonter en Europe de l'Ouest, etc. Donc, c'était stratégiquement très important pour ces empereurs, petit à petit, d'avoir cette ouverture vers le monde islamique à cette époque-là. Et puis, le royaume du Baguirmi, j'en ai parlé tout à l'heure, est un petit royaume qui s'est formé parce que, bien évidemment, avec l'islamisation, il y a eu aussi beaucoup de dégâts suite à ça, essentiellement dus à l'esclavage, la mise en esclavage, les razzias, on va en parler aussi. Et donc, du coup, le royaume de Baguirmi s'est constitué parce que c'était les derniers, en tout cas, les populations qui étaient du sud, qui étaient en contact direct avec l'empire du Kanem qui vient de s'islamiser et qui subissaient beaucoup plus de raids. Donc, en se constituant eux aussi comme empire, c'était d'abord pour se défendre, et puis par la suite, eux aussi vont se convertir à l'islam pour échapper également à la prédation, surtout en termes d'esclaves, dans cette zone-là. Donc, nous allons évoquer peut-être plus tard en détail ces éléments, mais les grandes étapes, c'est à partir donc de la chute de Dongala, Dongala c'est dans l'espace du Soudan, on va avoir des petites désorganisations au niveau du Soudan qui va faire qu'il va y avoir encore d'autres flux d'immigrés et il va y avoir, vous savez, les courants mahdistes bien plus tard par la suite, etc. et tout ça. Tous ces changements vont avoir des influences sur l'espace tchadien parce que ça déverse à chaque fois soit des nouvelles, on va dire, des nouveaux chefs de guerre sur l'espace tchadien ou des immigrés, etc. Et donc, vous avez récemment vu les histoires du Darfour, etc. Donc, c'est pas nouveau. Ces mouvements de population dans cette zone, c'est rien de nouveau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va dire, il y a eu invasion des Boulala qui vont faire quitter, donc je vous ai parlé tout à l'heure de Omar Idrismi, de l'espace du Tchad pour aller de l'autre côté pour former l'empire. Il y a un métissage au niveau donc du nord-ouest du Nigeria, l'espace de Yobe, l'espace où il y a Boko Haram, etc. Il va y avoir un métissage entre ces groupes Toubou, qu'on appelle désormais Kanembu, parce qu'il y a eu un premier métissage au niveau du lac Tchad déjà. Il va y avoir un deuxième métissage au niveau de ces populations, et là, ça va créer ce qu'on va appeler les Kanouris, les groupes Kanouris. Et d'ailleurs, Tchad, le nom même du pays qui désigne le lac Tchad, Tchad est un terme Kanouri qui veut dire étendue d'eau, ou lac, si vous voulez. Donc,
Nous sommes dans ce mouvement-là. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? L'espace du Wadaï, qui est en vert, dont je vous ai parlé, est fondé par les Tounjour, qui sont à la frontière est du Tchad et du Soudan, qui sont proches également des populations Zakawa du Nord, et qui vont aussi avoir des influences des Boulala, qui reviennent comme ça du lac vers l'est, donc ils vont former cet empire du Wadaï. Cet empire du Wadaï, vers les années 1800, va être conquis par un chef de guerre qui est un des lieutenants des Mahdistes qui combattaient déjà dans l'espace du Soudan, qui s'appelle Rabah Zoubeir, qui va venir sur l'espace du Tchad et qui va conquérir cet empire-là, donc ce royaume du Wadaï, et qui va aller jusqu'à occuper le Bornou. Donc, il va vraiment développer un grand empire qui va aller jusqu'à toucher le Bornou. Une fois qu'il arrive et qu'il prend le Bornou, parce qu'il va y avoir plein de luttes intestines, beaucoup de problèmes qui va faire qu'à un moment donné, le Bornou va chuter. Et à ce moment-là, il va donc couper le Tchad en deux. Donc, vous voyez l'espace vert, il faut le prolonger jusqu'au lac Tchad, jusqu'au bord du Nigeria. Et donc, ça va couper le Tchad en deux. Et là, on va passer à la slide d'après, la régie. On va arriver maintenant à la période coloniale. Parce que quand le Tchad va être coupé en deux par le royaume du Wadaï, Rabah Zoubeir, qui est un chef de guerre, qui est un Soudanais, il faut le dire, un esclavagiste qui va continuer de plus belle dans les pays non islamisés, dans le pays non islamisé, les raids pour essayer de capturer de plus en plus d'esclaves, va rencontrer plusieurs résistances, dont la résistance du royaume du Baguirmi. Le royaume du Baguirmi étant en réalité une conversion à l'islam de façade, toute la population reste animiste, ce sont des groupes et des chefferies avec une formation politique essentiellement pour se défendre et s'opposer un petit peu à la poussée. Et donc, la colonisation française va arriver. La colonisation française va arriver à partir de 3 points. Du nord va venir le commandant Largeau. Il va venir, donc, dans un premier temps, il va monter un camp au niveau de la pointe nord du Tchad qui s'appelle le Tibesti. C'est là où il va y avoir la ville de Faya-Largeau. Donc, c'est Largeau, c'est l'ami qui vont descendre du nord, depuis l'Algérie, depuis les colonies de l'Algérie, qui va descendre pour aller vers le lac Tchad. Et puis, de l'autre côté, va venir de l'ouest les colonnes françaises également, qui partent depuis Saint-Louis, qui traversent tout le Sahel et qui s'approchent vers le lac Tchad. Et il y a une autre colonne, là, qui va vous parler plus, qui part donc au niveau du Congo et du Gabon surtout, c'est avec le commandant Gentil. Gentil, c'est celui qui a laissé son nom au port Gentil au Gabon, donc vous devez, ça doit vous parler. Il va remonter et quand il arrive au sud du Tchad, en passant par la Centrafrique, etc., il va constituer la ville de Moundou, hein, qui au départ était d'abord Fort Gentil, donc qui est la capitale économique du Tchad, et puis après il va remonter jusqu'à... Et c'est à ce moment-là que vous voyez sur la photo ici, Rabah Zoubeir qui occupait donc l'espace du Wadaï, qui coupe en deux le Tchad, va mener une guerre à Kousséri, qui est le nord, l'extrême nord du Cameroun, et le 22 avril, il va y avoir la mort à la fois de Rabah Zoubeir et du commandant Lamy, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et pour parler du Tchad actuel, donc vous allez voir que les 4 personnages que j'ai mis sur le côté, vous allez avoir en premier, donc à l'indépendance, le président Garta Tomalbaye, qui est issu du grand groupe Sahara. À la suite, nous allons avoir Abré et Goukouni, qui sont 2 personnages importants au Tchad aussi, qui sont issus du groupe Toubou, donc vous vous rappelez, les Teda, les Daza, les fondateurs du Kanem, et puis Idriss Déby, qui lui est plutôt issu du groupe Zakawa, qui est un peu à l'est
dans le Grand Nord du Tchad. Donc, on va passer rapidement. Je vais accélérer parce que après, on doit avoir les échanges. Il reste encore beaucoup de choses à dire. Mais vous voyez, c'est très riche. Donc, la mythologie Hausa, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, donc, je vous ai raconté comment le Kanem Bornou s'est formé. Après, on passe du Kanem au Tchad vers le Bornou, etc. Donc, le Bornou s'est installé. Pendant cette même période, la légende et la mythologie Hausa raconte qu'à cette époque, un prince qui viendrait de Bagdad est passé pour séjourner au niveau de Bornou. Arrivé au Bornou, il va prendre épouse et il va, entre guillemets, donc ce prince s'appelle Bayejaddi, et il va prendre épouse au Bornou, et puis finalement, par des problèmes de mésentente avec le Maï, qui est le roi, le chef, l'empereur du Bornou, il va partir pour aller plus loin et il va laisser, entre guillemets, sa femme, etc. Et il va arriver à la ville de Dora qui jusqu'aujourd'hui existe au Nigeria. Et là, il va se faire forger une épée. Il va par la suite partir et faire une petite étape dans un village pour demander de l'eau pour se désaltérer, et il va se trouver que les gens vont lui dire au village que plus personne ne peut avoir accès facilement à l'eau parce que l'eau est gardée, le seul puits est gardé par un méchant serpent qui empêche tout le monde, qui terrorise. Et donc avec son épée, il va aller tuer ce serpent et redonner l'eau à la population après s'être désaltérée. Et à partir de là, la reine qui est la Kabara, donc dans la tradition Hausa de la ville de Dora, va tomber sous le charme, et donc c'est de là que va venir l'union. Et donc cette mythologie, pourquoi? Eh bien vous voyez, c'est typique de ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord géopolitique. Pourquoi? Parce que en créant ce mythe pour entre guillemets, c'est diplomatique, tout ce que vous voulez, tout ce que stratégique, tout ce que vous voulez. En créant ce mythe, les États Hausa, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ce sont des petits États, ils sont à côté du géant Bornou, à côté, qui peut à tout moment les écraser. Donc, en faisant passer par le Bayadjadi, par le Bornou, créer des liens de sang avec le Bornou, c'est pour dire, nous sommes quelque part vos frères, vos cousins, vos machins, vous n'allez pas nous massacrer, c'est-à-dire en termes déjà stratégiques. Et donc, ils ont développé cette espèce... Et puis, derrière cette mythologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, ça raconte simplement que le serpent, c'est pas une figure réelle, c'est une mythologie pour raconter qu'il y a un prince qui est peut-être méchant, qui opprime les gens, et que finalement, avec l'aide de Bayadjadi, qui va attaquer ce prince, qui va mener la guerre à ce prince, on va redonner l'eau à la population, donc on va ramener l'abondance dans la ville parce que finalement, les peuples vont être libérés, prospérer, etc. etc. Vous voyez? Donc, très rapidement pour la mythologie Hausa, et donc c'est à partir de ce moment-là que la descendance, et là on va passer à la slide d'après, la régie, je vais accélérer encore un peu plus, je suis désolé parce que même si c'est très riche, il faut que j'avance. Et donc, du coup, on va arriver à la structuration des États Hausa à proprement parler. Au niveau de la structuration des États Hausa, on va avoir donc la descendance de Bayadjadi et de la prince Dorama, qui sont donc installés à la ville de Dora, et ils vont avoir une descendance avec Biram, plus les 6 petits-enfants de Bayadjadi. Et cette descendance, qui est une descendance légitime, parce que pendant son arrivée dans ce village, dans la mythologie, en fait, la princesse ou la reine, donc la Kabara, Dora, elle ne pouvait pas, dans la tradition Hausa, prendre une personne comme ça pour époux. Non, c'est pas possible. Donc, dans un premier temps, il a fallu que la reine, en fait, lui donne une espèce de bonne avec qui Bayadjadi va avoir d'abord une première descendance qui est donc illégitime, et puis par la suite il va y avoir une deuxième descendance qui est beaucoup plus légitime quand la reine finalement va abdiquer parce que voyant que son héros, son prince Bayadjadi est en train de l'échapper,
va finalement abdiquer pour essayer de prendre ce prince pour époux. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir la descendance légitime. Donc, il y a deux maisons, comme dirait, pour employer un terme royaliste, il y a deux maisons. Il y a les légitimistes, comme on peut l'observer en France, et puis il y a une branche qui est bâtarde, qui s'appelle le Banza, le Benzo Bakwai, et puis il y a le Hausa Bakwai, qui veut dire la branche légitime. Et donc, cette branche légitime va s'organiser essentiellement autour de 7 cités-États. Il y a les cités-États qui vont être, et là c'est une belle invention parce que de ces États Hausa, parce qu'ils vont organiser une division des travails et des spécialités déjà selon les cités-États. Dans les zones qui sont un peu plus propices à l'agriculture, telles que Kano, telles que Rano, on va développer du coton, de la textile et permettre aussi pour faire beaucoup de production d'indigo. Ceux qui voyagent en Afrique, vous savez, les grands boubous, on a des espèces de petits bassins où on tanne la peau, mais à la fois, on fait aussi de ce qu'on appelle l'indigo, on trempe les habits, etc., toute la teinturerie, etc., qui est très développé dans tout ce pays Hausa jusqu'aujourd'hui. C'est un savoir-faire qui est conservé. Le tissage également. Donc, on organise déjà une spécialisation suivant les cités. Biram, qui porte la cité de Biram, qui est appelée parfois Adéja, qui porte le nom donc du premier fils légitime de Bayadjadi, va être le siège du gouvernement. Et puis après, on va avoir Zaria, qui aujourd'hui s'appelle Zauzou aussi, on l'appelle comme ça et tout, et essentiellement pourvoyeuse, la cité pourvoyeuse de main-d'œuvre, etc. Et puis Katsina, Dora vont être des grandes places de marché. Et Gobir va être l'espace militaire. L'espace militaire, pourquoi? Parce que Gobir est un peu plus au nord-ouest et occupe la zone qui est le plus en contact avec les grands empires du Mali et également en contact avec les Touaregs du Nord qui, de temps en temps aussi, font des poussées vers le sud. Donc, c'est eux qui sont vraiment les plus aguerris et qui pourvoient, entre guillemets, dans toute la cité, tout ce qui est force guerrière. Et puis après, nous avons les autres cités qu'on appelle les Banza Bakwa, qui sont en réalité, si on observe bien, sont d'autres. C'est pas des territoires Hausa historiques, c'est pas les vrais creusets de pays Hausa, mais ce sont plutôt des expansions qu'ils ont faites et donc en réalité les populations ne sont pas réellement de souche Hausa. Par exemple, dans le Nupé au Nigeria, on est déjà en bordure du pays Yoruba en réalité parce que la capitale de la cité-État de là-bas qui est Olirin, là on est Olirin, c'est un mot Yoruba déjà. Hein, vous voyez. Donc, on est déjà dans ces zones-là. Donc, après, on va avoir les Yaouri, les Gauri, les autres peuples, le Kébi, tout ça, qui sont des annexations et qui ne sont pas vraiment de souche Hausa, mais qui ont été incorporés dans la grande organisation des cités Hausa. Donc, ça, c'est pour résumer très rapidement pour que vous saisissiez l'essentiel. On aura l'occasion de revenir dessus. La régie, on peut passer à la slide d'après. Donc, ces cités Hausa vont prospérer pendant très longtemps, jusqu'au 19e, pardon, vers 1800. Et puis, il va se passer un événement, c'est-à-dire que dans la ville de Gobir, donc Gobir, c'est la zone où il y a, je vous le disais tout à l'heure, c'est pourvoyeurs des guerriers, etc. Il va se passer la grande révolte des Peuls qui va commencer d'ailleurs depuis un peu plus tôt, petit à petit depuis le Fouta Djallon, le Fouta Toro, et qui va passer au fur et à mesure vers l'Est et puis qui va contaminer toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça arrive à un moment donné avec une querelle entre Ousmane Danfodio, qui est un personnage très important de cet espace. On aura peut-être l'occasion d'évoquer le personnage en détail par la suite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord, c'est le précepteur du prince de Gobir, dans un premier temps, un prêcheur. C'est un Peul qui est urbanisé, c'est-à-dire qui est installé déjà dans les villes, parce que la masse des Peuls reste dans leur fief et continue à avoir leur mode de vie pastoral classique, traditionnel, mais il va se dégager de plus en plus des érudits Peuls à cette époque-là,
qui sont très importants dans tout ce qui est science islamique et qui vont être les conseillers de la plupart des princes. Et donc, à partir de là, il va se passer un conflit au niveau de Gobir entre Yunfa, qui est le sultan de Gobir, qui est devenu le sultan et qui avant été l'élève de Ousmane Danfodio. Et donc, cette querelle va amener Ousmane Danfodio à partir en exil. Donc là, vous voyez la formation, la création du mythe. Hein. Là, ça fait penser à tous ceux qui ont une culture islamique de l'égir, du prophète, etc., etc. Vous voyez. Donc là, c'est pareil. On prêche pour essayer de renforcer l'islam ou une application beaucoup plus rigoureuse de l'islam face à des dignitaires qui s'y opposent ou qui ne veulent pas. On est persécuté, on part en égir, et puis là, à partir de là, on trouve quelques fidèles et on lance un djihad. Et donc, Ousmane Danfodio va avoir également cette construction mythologique autour de lui, et à partir de là, il trouve des fidèles et il se lance à la conquête des cités-États, et il va quasiment à partir de 1804, il va lancer sa conquête et il va petit à petit les faire tomber. Alors, pourquoi ça va tomber facilement? Pas parce que Ousmane Danfodio c'est un très bon érudit islamique, etc. Mais c'est pas tellement parce qu'il a une armée très puissante. C'est simplement que les États, les cités-États s'essoufflaient, les cités-États ça s'essoufflaient, et que on arrive à des taxations qui étaient insupportables pour les populations, parce que les populations étaient rackettées quasiment. D'autres qui n'étaient pas en capacité, entre guillemets, de payer des taxes, etc. Alors, on les payait par des bovins, les ébus qu'on avait, on les payait par, si on était agriculteur, par une partie de son grenier, enfin, tout un tas de choses. Et ceux qui étaient en incapacité de faire ça étaient simplement mis en esclavage et vendus, parfois, d'ailleurs, un peu plus au nord. Et donc, c'était une situation qui est catastrophique. Et donc, bien évidemment, qu'Ousmane Danfodio, arrivant pour prêcher contre ces princes, est vu comme un libérateur, et il va apporter dans sa vague un nouveau califat qui va être le califat de Sokoto. Alors, on verra plus tard peut-être dans les déclarations d'Ousmane Danfodio, mais c'était quelqu'un de très ambitieux et donc il voulait étendre son califat jusqu'à englober tout le Cameroun, tout le Nigeria, mais après il va être mort et puis par la suite, pareil, même chose, conflit entre les différents successeurs. Donc là, on est vraiment encore sur tous les mythes qu'on peut retrouver du côté du prophète Mohammed avec les successeurs, hein, les califes, les Abu Bakr, les Ali, etc. Vous voyez le paradigme dans lequel ces gens évoluent à cette époque. Mais ce qui est commun, comme on peut l'observer du côté de la France avec les luttes entre le Saint-Empire germanique, etc. Enfin, toutes ces divisions. Donc, on est dans un paradigme qui est classique de ces empires de cette époque du Moyen-Âge. Et donc, le sultanat de Sokoto va occuper quasiment de 1804 jusqu'à 1903, jusqu'à ce que les Anglais arrivent et détruisent ce sultanat de Sokoto et l'incorporent dans ce qui va devenir le Nigeria actuel. Donc, passons, j'accélère parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais après, on a encore une phase de discussion avec Afrophilo et notre invité. Donc, rapidement, pour ne pas oublier d'évoquer un autre qui est très important, qui est le pays Yoruba, parce que je ne peux pas évoquer le pays Fulani Hausa du Nord simplement et ne pas évoquer le pays Yoruba, ce serait un peu déséquilibré. Simplement, je vais faire plus synthétique en pays Yoruba, parce que même si c'est une histoire qui est très riche et très importante pour tout cet espace, c'est que le format de notre thème aujourd'hui étant plutôt sur le Soudan central, en fait, je ne voulais pas trop déborder sur le littoral, parce que quand on descend avec le pays Yoruba et le pays Igbo, on va aller jusqu'au delta du Niger, et là, on va toucher le littoral. Et je ne voulais pas exprès aller à ce détail, parce que je pense qu'il est mieux de consacrer un autre live, un autre blog pour tout le littoral, pour incorporer le Dahomey, le pays Yoruba, etc., et remonter comme ça jusqu'en pays Ashanti et tout ça, parce que c'est une homogénéité culturelle qui est encore qui est encore un peu différente. Donc, je continue. Je reviendrai sur vos remarques dans les chats après, parce que sinon je vais me perdre dans la présentation. En pays Yoruba, qu'est-ce qu'on a? Une mythologie également.
pour la constitution de Ile-Ife, le dieu, donc le dieu suprême, l'être suprême Olodumare, qui est dans l'espace, dans l'étendue primordiale, etc. Et là, pour ceux qui ont un peu de culture kémitique, ça va, ou bien biblique, ça va vous évoquer des choses, parce que les mythes primordiaux, souvent, se ressemblent dans tous les espaces, on trouve toujours des liens. Donc, en pays Yoruba, qu'est-ce qui se passe? Le dieu suprême, l'être suprême, Olodumare, étant avec son conseil de Orisha, avec à leur tête Obatala, va décider de créer le monde. Donc, au départ, il contemplait un espace des eaux. Et donc là, pour ceux qui ont de culture kémitique, Égypte, etc., ça va évoquer le Nun, les eaux primordiaux. Ceux qui sont de culture chrétienne, abrahamique, etc., ça va vous évoquer l'esprit de Dieu qui planait, dans Genèse, l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Donc, on est là, mais cette mythologie, si on creuse profondément anthropologiquement, moi, je y vois plutôt un lien entre le fait que l'être humain vient au monde d'abord dans un liquide amniotique, donc c'est plutôt, ça fait référence à ça, symboliquement, à mon avis, ça évoque la naissance, la venue au monde de quelque chose, donc symboliquement. Je pense que l'inspiration est plutôt d'ordre anthropologique et ça vient de ces choses-là. Mais bon, bref, c'est une digression, donc revenons. Donc, Obatala est chargé de créer le monde, et donc Obatala va s'enivrer avec du vin de palme, et donc c'est Oduduwa qui va prendre en fait le relais, qui va créer le monde. Il va descendre, et là vous voyez l'analogie que je disais tout à l'heure avec la naissance, il va descendre dans le monde avec un cordon. Est-ce que ça peut pas évoquer le cordon ombilical? Ce n'est qu'un commentaire, on en parlera peut-être plus tard. Mais on est là dans le registre des mythes et des légendes. Donc il descend avec un cordon, il a avec lui du sable qu'il porte et une poule avec, et donc à partir de là, en fait, il va semer du sable, et c'est la poule qui, en cherchant à picorer, va petit à petit étendre un petit peu l'espace solide du sable qui va former la terre, etc. Et donc, par la suite, Obatola, sorti de son enivrement, va se mettre à créer les hommes, les êtres humains. Alors, symboliquement, qu'est-ce que ça peut évoquer? Un homme enivré qui fait des créatures, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, à mon avis, dans la mythologie, mais là, on rentre très profond dans la conception religieuse, enfin mythologique, etc., du Yoruba, mais ça peut évoquer symboliquement que les êtres humains ne sont pas nés parfaits. Ils ne sont pas nés parfaits parce qu'ils sont nés de la main de quelqu'un qui est enivré et qui est sorti de son enivrement pour les créer. Donc, ça veut dire, c'est peut-être pour établir symboliquement l'imperfection de l'être humain, et c'est pour ça que par la suite, il va falloir qu'il travaille sur lui, donc entrer dans des cultes, tout un processus pour essayer de retrouver une certaine perfection. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans du symbolique, dans de la mythologie, dans toute cette construction, mais c'est simplement pour vous évoquer ici plutôt la création de Ile-Ife. Donc, ces êtres humains vont peupler le premier espace Yoruba qui va être le Ile-Ife. Donc, c'est simplement, littéralement, la terre Ife. Voilà. Passons la régie. Voilà, et donc ces peuples Yoruba, qui est globalement l'espace du sud-ouest du Nigeria, va développer à partir de ce Ile-Ife, la première cité ou la cité originelle ou le paradis Yoruba, va créer d'autres cités autour par le va-et-vient de la descendance de Oduduwa qui va permettre, par exemple, à Ornia, sa descendance, etc., aller créer en pays, créer d'abord Oyo, et puis par la suite l'espace du Bénin, Edo, etc. Et puis à côté de ça, vous allez avoir la civilisation Nri, qui est plutôt dans l'espace Ibo, et là où il y a marqué, par exemple, Aro aussi, là on est à la frontière entre le pays Ibo, le sud-est du Nigeria et le Cameroun, le sud-ouest du Cameroun, on est déjà dans ces zones-là. Et donc, on va avoir ces civilisations, notamment le Ife qui va atteindre son apogée vers le 12e, 13e, 14e, avec une perfection
inégalé à cette époque-là dans ses sculptures, etc. Et donc jusqu'aujourd'hui, le pays Yoruba est un pays encore d'artistes, de très très bons artistes de manière générale. Hein, et c'est encore, il y a des festivals et il y a des choses qui se font dans ces domaines et surtout quand on descend sur ces zones. On a encore les réminiscences assez vivaces de tout ça. Aujourd'hui, on a encore un pays Yoruba, le grand statut de Oduduwa, etc. Donc, ce sont des choses qui existent aujourd'hui que vous pouvez continuer à aller voir, ou si vous êtes curieux, si vous passez dans ces pays-là, vous pouvez voir. Et puis, après, on a en Edo, au Bénin aussi, qui ont développé et également l'art de la sculpture assez avancé, en pays Nri, chez les Ibo également, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, je voulais consacrer cette partie plutôt à une série qui va être plutôt un live qui va être consacré sur le littoral, parce que pour moi, on descend trop déjà du Sahel et on aborde déjà le littoral. Et ce serait bien de regrouper toutes ces civilisations du littoral, les pays Ewe, Ashanti, tout ça dans un même bloc hein, pour les aborder une fois pour toutes. Voilà, très rapidement. Donc, on va passer à la suite après. Voilà, et donc on va progresser très accéléré dans le Nigeria colonial et puis actuel. Je vais vous le faire en deux minutes parce que sinon on va s'éterniser. Mais globalement, donc on arrive, on avance, on arrive dans les années 1900. Il y a les Anglais qui ont pris pied au port de Lagos et qui, vous savez, Lagos, ça a été d'abord un comptoir portugais. C'est les Portugais qui ont appelé Lagos parce que c'est lagune. C'est une zone de lagune quand ils sont arrivés. Et donc, Lagos dérive son nom de là, lagune, etc. Mais avançons. Donc, les Anglais arrivent, s'établissent, commencent à faire du commerce avec la compagnie, la Royal Niger Company. Ils vont démarrer avec ça, ils vont occuper à titre purement de business la côte, ils vont commencer à faire du commerce, huile de palme, etc., caoutchouc, tout un tas de cacao, tout ça. Et donc, cette compagnie royale du Niger va s'enrichir, va occuper le Nigeria, va échanger essentiellement avec les espaces Yoruba et Ibo, hein, vers Port Harcourt et tout ça, vous voyez. Et donc, ça va créer un Sud qui est entré en contact finalement très rapidement avec la colonisation occidentale et qui commence à développer une certaine administration là-bas, sur place, etc. Et donc, par la suite, la conquête du Nigeria, proprement parler, va commencer. À partir de 1900, ils vont remonter. Et quand ils vont remonter au nord, ils vont rencontrer la résistance, hein, la résistance de ceux qui restent du califat de Sokoto, donc des résistances qui vont être très, très dures, mais ils vont finir par prendre le contrôle de tout l'espace et ils vont créer deux protectorats. Le sud, les protectorats du sud comprenant l'espace Yoruba et Ibo, et puis le protectorat du nord. Et donc, j'ai mis ici à titre rapidement de synthétisation, hein, effectivement, ce que je dis là, ce sont des généralités pour vous donner une idée. Si vous ne connaissez pas le pays Nigeria, que vous ayez une idée et que rapidement vous ayez une grille de lecture facile. Mais il y a une série de photos assez marrantes du président actuel du Nigeria, Buhari, qui est lui-même issu du nord, Hausa, Fulani, qui s'est mis en différents costumes qui évoquent les trois grands groupes, hein, globalement. Il y a tout un émiettement de petits peuples autour, hein. On peut parler des Ijao, dans l'espace du sud surtout, on peut parler des Ijao, etc. Il y a plein de petits peuples autour, mais bon, les trois grands groupes, c'est le groupe Ibo, le groupe Yoruba et le groupe Hausa Fulani. Et donc, vous voyez, le costume typique Hausa, ceux qui connaissent un peu cette zone-là, on reconnaît essentiellement grâce aux coiffes, un chapeau avec les petits traits comme ça, de la même manière qu'on reconnaît les Comoriens avec leur chapeau, qui est d'inspiration plutôt du sultanat d'Oman, etc. On reconnaît également les Hausa assez facilement avec ça. Au milieu, le couvre-chef typique du pays Yoruba, avec le bout qui tombe comme ça, le bout pendant comme ça. Et puis, typique également du pays Ibo, le béret rouge comme ça,
avec cette espèce de collier orange et le haut avec les impressions. Donc, ça, c'est, voilà, rapidement pour vous donner quelques éléments de reconnaissance de ces populations si vous n'êtes pas de cette région du Sahel. La structuration, juste une seconde sur la slide, voilà, rapidement. La structuration, c'est quoi? Vu qu'au nord, en fait, ils ont intégré le califat, en fait, ils ont une organisation politique qui est beaucoup trop, très hiérarchisée, parce que c'est un grand groupe, très large, c'est peut-être 60% de la population du Nigeria, hein. Bon, je dirais, allez, 50 et quelques. Les deux sud se partagent à peu près 50 aussi, mais voilà, eux, ils représentent un gros bloc. Et donc, avec le système de califat, etc., dans leur organisation politique, il y a bien évidemment le sultan qui est tout en haut. Dans les provinces, il y a des émirs. Et puis, après, on a dans les quartiers ce qu'on appelle les hakimi ou bien les alkalis, qui sont les juges, hein, qui existent un peu partout, même au Tchad, on retrouve dans l'espace musulman au Tchad, on retrouve, voilà, etc. Et puis, on a au niveau des villages, des chefs de village. Donc, c'est une structuration qui est très, très hiérarchisée avec une concentration. Et ça va expliquer beaucoup de choses quand on va entrer dans les échanges. Une concentration du pouvoir parce que le sultan, finalement, est dépositaire. Il est aussi le émir al-Moumin parce qu'il est le commandant des croyants également, parce qu'il détient le pouvoir religieux aussi, entre guillemets. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu le royaume chérifien au Maroc, par exemple, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, il y a une concentration du religieux et du politique. Mais ce qui est très traditionnel, en quelque sorte, hein, parce que dans cet espace islamique de manière générale, et c'est très fort, cette hiérarchisation, jusqu'aujourd'hui, quand on passe dans les villes du Nord, Katsina, Zaouzaou, tout ça, on voit bien la structuration avec la figure très, très importante du sultan, etc. Jusqu'aujourd'hui, quand ils font des dourbars qui sont des parades militaires avec les chevaux, etc., il y a il y a une hiérarchisation qui est assez forte, de manière générale en pays Hausa, Fulani. Chez les Yoruba, on va être un peu entre deux. Il y a certes une hiérarchisation, mais un peu plus démocratisée, avec une séparation légère déjà des pouvoirs, parce que déjà, il y a ceux qui détiennent les cultes. Alors, évidemment, tout en haut, il y a les Alafin et les Oba, les chefs, quoi, en gros, hein. Donc, on va parler d'un autre personnage au Nigeria, par exemple, qui s'appelle Oba Femi, hein. Donc, ça veut dire le chef, Femi, quelque chose. Mais les Oba, globalement, en culture Yoruba, ça veut dire c'est les chefs. Et Alaafin, c'est les résidents du palais. Donc, en gros, le titre de roi chez eux, c'est ça. Et ils ont un conseil de 7 grands électeurs qui élisent, en fait, le Oba. Et donc, c'est les Bashorun, Oyomesi, hein. Et puis, en dessous de ça, on a le groupe qui s'occupe de tout ce qui est religieux, des cultes religieux, etc. C'est les Ogboni. Et après, on a tout ce qui est armée, les Esho, etc. Bon, Esho, ça évoque aussi un Orisha, qui est un dieu aussi, qui a une fonction guerrière aussi dans le panthéon Yoruba, etc. Vous voyez, donc, on est chez les Yoruba dans une démocratisation un peu plus. Et puis, en pays Igbo, alors là, c'est très, très moderne en organisation politique, très décentralisé, très, très démocratique, parce que quasiment tous les pouvoirs sont déjà séparés. Le religieux, le cultuel, et tout ce qui est administratif, tout ce qui est guerrière, etc. Donc, il y a déjà une séparation qui est très étendue chez les Igbo. Globalement, en termes d'organisation, d'éléments comme ça, pour vous permettre de vous situer, les Hausa Fulani sont essentiellement musulmans parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous connaissez le califat de Sokoto, le djihad, etc. Les Yoruba sont en grande majorité de tradition des cultes Yoruba, donc traditionnels, hein, et puis une partie christianisée, une petite partie, une minorité islamisée, surtout dans la partie au nord qui touche
le nord Hausa, etc. Et puis, chez les Ibo, on est dans une christianisation très avancée depuis les Portugais, depuis les premiers contacts avec les Portugais. Et donc, ils sont quasiment en grande partie portugais, bien qu'ils maintiennent, chrétiens, bien qu'ils maintiennent les cultes locaux avec... alors, chez les Ibo, c'est le chef, c'est le Okpara, avec ses chefs religieux, etc. Et puis une organisation classique de type bantou avec des classes d'âge, etc. Donc voilà, rapidement pour vous faire comprendre les peuples. Et puis là, on va passer un cran en avant sur l'histoire du Nigeria en très résumé en 1, 2, 3, 4 dates essentiellement. Le Nigeria, donc, à partir de 1900, va être cédé par la Royal Niger Company à l'administration anglaise. Et donc, les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un gouverneur sur place, le gouverneur qui va gérer essentiellement le pays à partir du système de indirect rule. Il va donc permettre à ce que les structures restent à peu près sur place, même si en gardant les structures sur place, par exemple en pays Yoruba, ils vont s'arranger quand même pour trouver, parce qu'il y a deux Oba qui se menaient un peu une lutte, ils vont s'arranger quand même à trouver le Oba qui était globalement aligné avec les intérêts de l'Angleterre pour le maintenir dans cette zone-là. Et puis, par la suite, au nord, ils vont laisser les vestiges, l'ossature du sultanat de Sokoto intact, etc. Et donc, le Royal Niger Company cède le Nigeria à l'administration britannique. Au tournant des années 1947, il y a des intellectuels nigérians, notamment Yoruba, la mère de Fela Kuti, Ramsom Kuti, va être une des pionnières pour porter la voix des Yoruba, des peuples Yoruba et de manière générale du Nigeria. Elle va être l'une des premières à aller en Angleterre à la conférence qui a été organisée avec les colonies anglaise et la couronne britannique à l'époque. Ils vont porter la voix déjà de l'Angleterre. Et puis, comme ils ont été les premiers à côtoyer dans le processus de la colonisation les Anglais, bah, ils maîtrisent mieux ce paradigme-là. Donc, essentiellement, c'est en gros, on va dire, des intellectuels Yoruba, un peu d'intellectuels Igbo, etc., qui vont, dans un premier temps, mener les luttes et les discussions pour, en tout cas, obtenir l'indépendance du Nigeria. Certains vont participer même par la suite au Congrès panafricain de Manchester de 47. Et au Congrès, vous savez, où il y a tout le monde, il y a eu les Padmore, il y a eu les Jomo Kenyatta, il y a eu les Kwame Nkrumah, etc. Donc ce Congrès-là qui est très important, ben, il y a la délégation nigériane qui va y aller avec les Obafemi Awolowo, personnage très important, et d'autres qui vont l'accompagner. Donc avec tout ça, on arrive aux indépendances. Qu'est-ce qui se passe? Une première république se forme au Nigeria. Simplement, cette première république, en fait, elle est un peu parlementaire à l'anglaise, donc on va nommer un président qui est à titre honorifique, qui va être un Igbo, Azikiwe, Nnamdi Azikiwe. Il va y avoir un Yoruba qui va être Obafemi Awolowo, et on va avoir deux personnes du Nord avec Bello. Bello, si vous avez bien, vous avez compris l'histoire du sultanat de Sokoto, c'est un descendant direct de Ousmane Danfodio, parce qu'Ousmane Danfodio lui-même va avoir sa descendance Abdullahi et qui va gouverner les régions une partie des régions du califat de Sokoto, et son fils Bello qui va également gérer la partie à l'est du sultanat de Sokoto. Donc, Amadou Bello est un descendant direct, parce que c'est le Sardouna de Sokoto, c'est le descendant direct d'Anfodio. Et donc, il va y avoir ces 4 pères fondateurs du Nigeria, et avec les fonctions de président pour Nnamdi Azikiwe, Tafawa Balewa va devenir le premier ministre, donc vraiment celui qui gouverne, et puis on va avoir Obafemi Awolowo qui va en fait hériter
on va dire, de la gouvernance du sud-ouest Yoruba. Donc, vous voyez que dès le début, le Nigeria observe la division des tripartites de Nord, Hausa Fulani, dirigé par Amadou Bello Sardouna de Sokoto, Obafemi Awolowo qui va hériter et va jouer le rôle de l'opposition à l'indépendance en pays Yoruba, et puis en pays Igbo, Nnamdi Azikiwe est nommé à titre honorifique comme président. Voilà comment les Anglais organisent la chose. Mais avec ça, et on va voir tout à l'heure que c'est une création qui est en constitution et qui, effectivement, a beaucoup de failles. Et ça va créer, dès 1966, le premier coup d'État. Le premier coup d'État parce que l'État ne va pas très bien fonctionner. En réalité, ces différents groupes ne savent pas encore comment travailler ensemble. Chacun va finalement se concentrer sur sa zone et va essayer de faire un petit État de sa zone. Et du coup, ça va créer très rapidement un État qui fonctionne mal, la corruption qui commence à augmenter et les populations qui se sentent totalement délaissées. Donc, les jeunes qui ont été formés et qui étaient d'enthousiastes militaires zélés vont s'aventurer dans un coup d'État qui est totalement fou, mais qui va réussir impeccablement, mais avec toutes les conséquences aussi que cela va charrier par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont organiser leur plan pour exécuter toute l'intelligentsia du Nigeria à cette époque-là dans les trois grandes entités, le nord, l'ouest, le sud-ouest, pardon, en pays Yoruba et également en pays Igbo. Simplement, ils vont faire quoi? À Katsina, ils vont massacrer, et là, ils vont massacrer Amadou Bello. Alors, vous imaginez bien, Amadou Bello, le Grand Nord, qui voit son fils, son sultan, son Sardouna assassiné, déjà, ça commence à préparer ce qui va être le sombre futur du Nigeria. Au pays en ouest, en pays Yoruba, sud-ouest, en pays Yoruba, Obafemi Awolowo va être jeté en prison et être remplacé par Akintola, qui est un autre chef local, Yoruba. Et les gens du Nord vont essayer d'organiser on va dire, une alliance avec cette partie Yoruba, et donc vont isoler très tôt les peuples Igbo. Et du coup, ça crée une espèce de déséquilibre déjà. Mais le coup d'État a pour conséquence quoi? A pour conséquence que les grands chefs ont été éliminés. Il va rester simplement que les militaires qui vont essayer de gérer le pays pendant un temps, sauf que le plus expérimenté des militaires à cette époque-là, c'est le général Ironsi. Ironsi est un Igbo qui a été formé très tôt, et je vous parlais, entre guillemets, des échanges très tôt des Igbo dans l'administration, etc. Ça va créer, en fait, une certaine expérience administrative des Igbo dans les différents espaces, et ça va créer beaucoup de tensions par la suite aussi. Et donc, Ironsi récupère le pouvoir. Simplement, Ironsi a commis plusieurs fautes aux yeux des autres populations et surtout des gens du Nord, parce que c'est les gens du Nord qui ont perdu deux de leurs fils, le Premier ministre Tafawa Balewa et Amadou Bello. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ironsi prend le pouvoir, mais il a simplement mis en prison les gens qui ont fait le coup d'État et il continue à gouverner le pays comme si de rien n'était. Or, les gens du Nord, ils veulent que ce soit répondu, que ces gens soient exécutés, il faut qu'il y ait quelque chose de fort pour symboliquement marquer l'impartialité des Ironsi. Et donc, finalement, les quelques lieutenants, quelques colonels, quelques généraux du Nord vont s'organiser à leur tour et faire un contre-coup d'État et ils vont massacrer Ironsi. Et à partir de là, va naître en fait des vieilles rivalités entre, surtout entre les populations Igbo et les populations Hausa Fulani. Et ça, c'est pas Chris qui l'avance. Je vais vous montrer quelques déclarations des personnages de premier plan tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour arriver à la guerre du Biafra qui a coûté près de 2 millions de morts, etc. Enfin, une des guerres les plus terribles qu'a connue l'Afrique ces dernières décennies, bien évidemment. Hein. Et donc, il se passe que dans le Nord, va démarrer des espèces de pogroms où on va massacrer des Igbo. Et donc, du coup, Emeka
a été nommé sous Ironsi, le président, enfin celui qui a pris le contrôle du Nigeria après le coup d'État, qui est Igbo aussi, a nommé un général, Emeka, dans le fief Igbo, en pays Biafra. Et donc, Ironsi va demander à ce que les gens du Nord arrêtent ce pogrom contre les Igbo, mais ça ne va pas être le cas. Ça va continuer et donc il va y avoir une fuite massive des Igbo vers le sud. Ironsi, Emeka demande qu'il y ait libération de Obafemi Awolowo, qui est Yoruba, qui a été mis en prison, pour que quand Obafemi sorte de prison, il y ait une alliance du Sud pour reconstituer, entre guillemets, un bloc du Sud uni et contre un Nord pour reconstituer un petit peu ce qui étaient les confédérations du Sud contre les confédérations du Nord et quitte à peut-être même aller jusqu'à une scission du pays. Ce calcul ne va pas marcher. Obafemi sort de prison et donc refait alliance à l'époque avec Yakubu Gowon, qui est celui qui a été désigné par les nordistes après le coup d'État pour prendre le contrôle du Nigeria. Et donc, il fait alliance. Donc, du coup, ça forme un grand bloc entre tout le Nigeria du Sud plus le pays Yoruba contre les Igbo. Donc, Emeka, à cette époque, soit était obligé de dire, bah, écoute, je cède à cette alliance et je reste comme ça avec la situation des Igbo massacrés, ou alors je fais jusqu'au boutiste et à ce moment-là, je déclenche la sécession du Biafra, du Nigeria, et c'est clair que du côté de Yakubu Gowon, ça va être la guerre, sachant que l'enjeu principal ici, c'est pas tant la détestation des uns et des autres, mais qu'il y a quand même Port Harcourt, qui est le port pétrolier, et à cette époque-là, toutes les ressources du Nigeria sont dans ce petit port de Port Harcourt en pays Igbo. Alors évidemment, s'il y a sécession du Biafra, ça va être une catastrophe économiquement pour le Nigeria. Et donc, vous allez voir que les Anglais, via l'Égypte, vont aider le gouvernement de Gowon pour maintenir l'unité du Nigeria. Et donc, la guerre du Biafra va se déclencher à ce niveau-là. Et donc, vous voyez, c'est une guerre qui est à deux niveaux. Il y a les rivalités locales et puis il y a la géopolitique, le conflit, le combat entre les Anglais et les Français parce que, comme vous le savez, le Biafra va être supporté par des opérations françaises depuis le Gabon de Albert Bongo à l'époque, avant de devenir Omar Bongo, je pense. Et donc, le conflit va se déclencher à partir de ce moment-là. Et ça ne fait que creuser la grande fracture qu'il y a déjà entre les Igbo et les Hausa Fulani du Nord. Et donc, en un mot, pour vous permettre de comprendre très rapidement la situation, si vous voulez comprendre les enjeux de ces trois groupes au Nigeria, il y a une autre analogie qui est moins dure, mais qui existe un petit peu, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si on observe bien, pour un observateur extérieur, on a globalement le grand groupe du Nord, on a l'Ouest. Alors ici, c'est inversé parce qu'en réalité, l'opposition Nord est plutôt vraiment accentuée avec les figures du président Ouattara et du président Gbagbo, donc c'est plutôt l'Ouest. Et puis le peuple baoulé, qui est un peuple qui est en contact avec les deux, qui est assez souple, qui est un peuple qui, à mon avis, peut gérer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont un peu comme les Yoruba au Nigeria, ils ont toujours été en contact avec les deux et, à mon avis, peuvent être des peuples qui permettraient d'avoir une réconciliation, une paix dans ces cas de figure compliqués. Mais bon, ça c'est une petite analogie. On va passer la régie très rapidement. Je finis là pour pas qu'on s'éternise. Donc, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Je vous lis très simplement, très rapide, ce que disaient ces personnages. Nous sommes en 1948. Tafawa Balewa allait devenir Premier ministre du Nigeria quand même. Donc, je vous dis, l'indépendance arrive dans les années 60. Et donc, avant ça, en 48, voilà ce que lui-même il dit. Donc, avec ça, vous imaginez bien quel futur pour une union du Nigeria. Il dit, « Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves
are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. Nigeria unity is only a British intention for the country. Donc, c'est lui-même qui le dit. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui va être un Premier ministre. Il dit, le Nigeria, c'est les Anglais qui le veulent uni comme ça. Parce que les Nigérians eux-mêmes ont des parcours différents. Les peuples du Nigeria ont eux-mêmes des parcours différents et ne montrent aucune volonté de s'unir dans cette confédération qu'on va appeler Nigeria. Vous voyez? Donc, ce sont les paroles avec les paradigmes des gens de cette époque-là. Amadou Bello a dit, c'est lui qui le dit, I would rather employ a foreigner in the Northern Civil Service than employ an Igbo. Voilà. Igbos tend to always want to dominate others whenever they go, and we do not want that in the North. Donc, il le dit. Il a dit, je ne veux pas employer des Igbo dans le Nord, dans le service. Voilà. Il dit, les Igbo, partout où ils vont, ils veulent dominer les autres. Et ça, ce sont des interviews qui existent. Vous regardez encore dans des archives, il le dit aux Britanniques. Donc, il dit, il préfère même employer des Anglais, des personnes totalement étrangères au Nigeria pour gérer ça, mais il ne veut pas des Igbo. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces peuples-là en profondeur. Il ne s'agit pas de juger légèrement, etc. C'est pour ça que je vous ai donné rapidement le background. Quel bain a forgé petit à petit ces peuples-là. Les Igbo, je vous l'ai dit, sont libérales, sont assez ouverts, etc., etc. Et donc, quand ça clash avec les mœurs un peu conservateurs du Nord, etc., ça crée beaucoup de friction. D'accord. Et en plus de ça, il y a le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Igbo, n'oublions pas, et là ça va nous ramener à l'actualité, n'oublions pas que le Nigeria étant dans cette démarche de purificatrice islamique, etc., à cette époque-là, voyait très mal le progressisme Igbo, la modernité occidentale, etc., qui venait avec la colonisation, etc. Donc, il y avait déjà, vous voyez, tout un paradigme qui prépare à ces difficultés d'entente entre ces différentes entités. Donc, on va... Ousmane Danfodio, bon, c'est beaucoup plus ancien et c'est dans la lancée de son djihad, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que là on a déjà passé trop de temps. J'ai certainement plein de choses que j'ai pas dites, mais c'est pour ouvrir la discussion avec les invités. La régie, tu peux faire venir. Je m'excuse de couper abruptement, mais c'est mieux qu'on échange pour donner quelques détails. S'il y a besoin de revenir sur des slides, on va demander à la régie de revenir. Donc merci pour votre patience, votre écoute. J'ai été trop long, désolé pour les invités qui ont attendu, Afro et Bruce. Voilà, si la régie peut faire venir les